Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir, mardi 14 décembre, pour notre tranche info en direct de Canal 10. Nous débuterons avec la page info, avec un invité, M. Michel Mado. Puis, on suivra le focus sur, entre autres choses, un décryptage de l'actualité, de la crise sociale à travers les médias étrangers. Olivier Nicolas sera notre invité. Tout de suite, les titres de l'actualité. Avortement de la première journée des négociations tripartites, l'État brillait par son absence. Les élus se retirent. La campagne présidentielle a bien commencé. Le candidat Jean-Luc Mélenchon est arrivé ce matin en Guadeloupe pour 2 jours sur le territoire. Enfin, signature de 25 contrats civiques à Bouillante pour un accompagnement de la jeunesse de la commune. Tout de suite, donc, avortement des négociations qui débutaient ce matin à 10h à l'UFR des sciences juridiques sur le campus de Fouillol de l'Université des Antilles. Les élus déclarent regretter l'absence de l'État, entorse au protocole de méthode établi il y a 4 jours. C'est l'impasse, ils ne peuvent procéder aux discussions sur les thèmes prioritaires, notamment l'obligation vaccinale, compétence de l'État. Reportage de Maxime Morel. Chose là, l'État pas là par rapport à les déprés qui mettent à l'autre 10 jours et qui c'est exigence à d'autres, puisque même si nous faisons tout par là, nous faisons tout bien, mais nous savons en réalité, Cléa habiter là ça, je dis jour, par rapport à l'obligation vaccinale, à part nous, et lui qui peut répondre. Donc c'est pourquoi les conditions pas réunies pour nous rester à la négociation là, nous d'autres points peut-être qui concernent nous qui interviennent ici, nous qui faisons des propositions et nous qui voyons qui gens nous dialoguer. Mais là, nous ne pouvons pas arriver. Mais par contre, songez quand même qu'à dans la première partie à discussion, à l'espace régional du Récé. Parce que l'association des maires n'a pas signé le document là. Non mais... Il n'a pas signé. Nous avons manifesté notre volonté de se rencontrer, de dialoguer. Nous avons un courrier encore ce matin où le syndicat exige la présence de l'État pour ces différentes questions. Comment voulez-vous que nous puissions donner une réponse sur l'obligation vaccinale? Ce n'est pas une histoire de s'imposer par rapport au collectif ou pas, mais c'est qu'il faut que les conditions soient créées pour que chacun soit en mesure de prendre ses responsabilités. Nous prenons nos responsabilités. C'est nous qui avons pris l'engagement de dire quel que soit, qu'il n'y a pas de préalable, qu'il n'y a pas de préambule et que nous sommes prêts à négocier. Nous sommes là depuis 10h du matin pour pouvoir négocier. Mais le collectif a toujours mis en avant qu'il fallait que l'État soit présent pour ces deux questions. Et tous les Guadeloupéens peuvent comprendre que l'obligation vaccinale ne peut pas le faire. Ils ont été missionnés par l'État. Ils ont été missionnés par l'État pour voir qui ils ont pas tué négociation là. Et donc ils ont fait une espèce de micmac. Ça a été lamentable, médiocre. Et je crois que le si peu d'estime que tu as arrêté en faveur des élus guadeloupéens, ils n'ont pas dit à jamais. Non, c'est des individus médiocres, irresponsables, qui n'ont pas ni pour respect pour la population et que je dis là, qui préféraient laisser des milliers de travailleurs qui travaillent ailleurs sans travail et qui ont caché derrière une hypothétique raison d'État, compétence d'État. Non, ça vraiment lamentable, médiocre. Je ne suis pas surpris. Ceux qui cherchent à me décourager, nous sommes rompus, nous, dirigeants, on s'attend à tout. Mais les autres qui ne sont pas encore rompus à ce genre de situation, eh bien, sont un peu désabusés peut-être. Mais on va reprendre, on va donc impulser le mouvement. On n'a pas le choix. De toute façon, nous avons fait ça, nous n'y avons. Donc, c'est qui renforcer les piquets de grève, renforcer les mobilisations et appeler à la mobilisation de masse. Et puis, avec tout ça que ça peut entraîner comme perturbation. C'est ça nous qui fait, c'est ça nous ça fait, c'est ça nous qui fait. Suite au cambriolage de la douane où des armes avaient été dérobées, une enquête de 3 semaines a été menée de manière méthodique par la gendarmerie. Il y a eu donc 6 interpellations. Ces personnes sont actuellement présentées devant les magistrats. Ce crime relève de la délinquance et du crime organisé. Ce sont les mots du lieutenant-colonel Callot de la gendarmerie nationale au micro de Michel Depape.
Effectivement, la section recherche a été saisie des faits concernant les exactions, le pillage et le vol commis dans les locaux des douanes et de la gendarmerie maritime de Pointe-à-Pitre dans la soirée du 19 novembre 2021, où des individus profitant du chaos engendré par des violences urbaines ont pénétré par force, puisqu'ils ont volé un chariot élévateur pour défoncer le portail, ont pénétré dans l'enceinte de ces locaux pour, dans un premier temps, incendier le véhicule des douanes, puis ensuite pénétrer dans les locaux et y dérober des coffres dans lesquels se trouvaient des armes. Effectivement, cette enquête a duré 3 semaines, avec beaucoup d'investigations qui ont été menées par les moyens locaux, mais également par les moyens nationaux, puisque des éléments de police technique et scientifique ont été adressés à l'IRCGN, donc à Pontoise, et qui nous ont permis d'obtenir des éléments matériels de nature à confondre les individus qui sont actuellement dans nos locaux. Pour l'instant, ces personnes ne sont pas jugées, elles ont été interpellées dans le cadre de ce qu'on appelle une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, c'est-à-dire que après les faits a été ouverte une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, et donc l'enquête de ce juge a permis l'identification de 4 des personnes, en réalité 6, puisque 2 personnes sont encore en garde à vue, et les 4 personnes qui ont été présentées aujourd'hui au juge sont en cours de présentation, et des réquisitions de placement en détention ont été prises. Donc leur sort ce soir, si les réquisitions sont suivies, c'est celui de dormir en maison d'arrêt. De recueillir un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de réaliser une opération judiciaire d'ampleur le 9 décembre dernier, où au cours de cette opération, 4 individus ont été interpellés, puis 2 autres dans les jours qui ont suivi, notamment dimanche dernier, et pas plus tard que ce midi, un autre individu a été interpellé. Donc actuellement, il y a 4 personnes qui ont été présentées au magistrat instructeur, présentation qui est actuellement en cours dans le cadre des faits que je viens d'évoquer, et 2 autres qui sont encore en garde à vue au sein de nos locaux et qui vont probablement être présentés au même magistrat dans les jours qui viennent. J'insiste beaucoup là-dessus. On a beaucoup parlé de ces mouvements de jeunes, de protestation, de colère, etc. Le contexte de cette affaire, c'est celui de la délinquance. C'est celui de la délinquance organisée, c'est celui d'une délinquance de haut niveau. Et l'idée, l'objectif de ces gens, de ces individus, était vraiment de s'attaquer au bureau des douanes où ils savaient manifestement que des armes pouvaient s'y trouver. Voilà, donc les âges de ces personnes, c'est assez variable. Le plus âgé à 47 ans, un autre à 27 ans. Les 2 plus âgés, donc ces deux personnes sont des individus très connus, récidivistes, qui, encore une fois, sont des délinquants chevronnés. Et les 2 plus jeunes, dont un mineur, sont moins connus, même n'ont pas de casier judiciaire, mais je tiens vraiment à dire qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils n'ont pas été présentés au juge d'instruction parce qu'ils passaient par là. Ils ont été présentés au juge d'instruction parce que nous disposons d'éléments qui font apparaître qu'ils sont effectivement rentrés dans ce bureau des douanes ce soir-là et qu'ils se sont effectivement emparés d'un certain nombre de choses. Et nous parlons maintenant de la campagne présidentielle qui a bel et bien commencé sur notre territoire. Le candidat de la France insoumise est arrivé en Guadeloupe pour quelques jours. Il est donc arrivé ce matin à Pôle-Caraïbes. Jean-Luc Mélenchon veut défendre le dossier des Outre-mer. Tout le monde n'est pas le cornu, déclare-t-il. Reportage de Maxime Morel. Je connais bien les dossiers des Outre-mer et que l'équipe dans laquelle je me trouve les connaît, les pratique et pas simplement d'une manière lointaine. Mathilde Panot a accompli un travail qui a été très important, d'abord parce que, si vous voulez, le problème que nous avons dans l'Hexagone, c'est que lorsque nous parlons des problèmes de la Guadeloupe ou de la Martinique ou de la Réunion ou de la Guyane, parce que c'est des situations qui ont des traits communs, faut pas le perdre de vue, c'est que les gens ne nous croient pas. Quand on dit il y a des tours d'eau, ils ne le croient pas. Ou bien quand on dit il y a 60% de la jeunesse qui n'a pas d'emploi, on dit bon, tu exagères un peu. Non, et je me suis toujours heurté, on s'est toujours heurté une forme d'incrédulité. Et puis comme vous avez vu, quand Mathilde Panot a interpellé le gouvernement au nom de notre groupe, les réponses paraissent sidérantes aux gens qui connaissent l'affaire. Je pense notamment aux Guadeloupéens. Mais
dans l'Assemblée, si vous voulez, nous sommes une poignée à nous indigner parce que nous sommes une poignée à connaître la réalité. Je suis certain que ce qui s'est passé ici récemment, l'empilement des problèmes débouchant sur une explosion générale, ce sont des condiments, des éléments qui existent aussi dans l'Hexagone. C'est pourquoi il faut gouverner avec sagesse, prudence et précaution. Je pense que ma présence, elle aboutit aussi à un peu recoller les morceaux. Vous voyez, me voilà, alors on va parler, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il y a des gens qui sont d'accord. Et tout ça, ça va créer du lien. Mais vraiment, je vous adjure de croire que tout le monde n'est pas Monsieur Lecornu. Hein, tous les Françaises et les Français ne regardent pas la Guadeloupe avec la même désinvolture. Oui, je vais voir le plus de monde possible. Je veux contrarier personne, hein, donc ceux qui n'ont pas envie de me voir ne me verront pas et j'en serai pas plus vexé que ça. Mais je voudrais voir, oui, le plus de gens possible. J'appelle de temps à autre quelques-uns de vos élus. Je ne veux pas les mettre dans l'embarras, donc je ne les cite pas, pour essayer de voir, comprendre comment ils s'y prennent. Hein. Voilà. Rudy René déclare avoir été opéré dans des conditions non conformes à l'hôpital des Eaux-Claires en 2019. Débouté, il entame une grève de la faim devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre depuis ce matin. Il demande réparation. On l'écoute avec Michel Depape. Ma grève de la faim, elle est simple. En 2019, je me suis fait opérer à la clinique Les Eaux-Claires par un urologue. Cet urologue, du jour au lendemain, fera une intervention sans faire d'analyse, sans faire de diagnostic, rien du tout. Je dis bien rien du tout. Sans voir aussi de pré-anesthésiste. 48 heures après, malheureusement, j'échoue aux urgences à l'hôpital. Mais je prendrai un avocat et avec cet avocat, on portera l'affaire en 2019. Quelque chose de simple. Et là, je m'adresse aux gens qui nous regardent sur Canal 10. Comment un médecin peut opérer quelqu'un sans lui faire un diagnostic? Comment un médecin urologue peut opérer quelqu'un en disant que son PSA est normal et son ECBU est stérile sans examen au préalable? Quelles sont les preuves et les allégations de ce qu'il avance? Comment un anesthésiste au bloc me facture et il n'est pas au bloc? Comment un pré-anesthésiste qui est au bloc me facture une consultation de pré-anesthésiste au bloc? Eh bien, c'est tout ce que je dénonce. Et malheureusement, je dirais que le pré-anesthésiste, je ne l'ai pas vu. L'anesthésiste, je ne l'ai pas vu. On ne peut pas opérer quelqu'un du jour au lendemain. Je dis bien, on m'opère le 19-03. Non, je vais en consultation un médecin le 19-03. Le 20-03 2019, je suis opéré. Personnellement, je ne sais même pas de quoi je suis opéré. Et cerise sur le gâteau, on va nommer un expert judiciaire par le parquet. Et cet expert va conclure à un bien médical que l'intervention s'est passée dans les règles de l'art. Je demande à l'urologue, jusqu'à la date d'aujourd'hui, de quoi il m'a opéré sans diagnostic. Il n'est pas fichu de me dire. Voilà pourquoi mon combat, il est là. Je n'ai pas de souci personnellement avec la justice, mais ce sont eux, les médecins, qui sont juste en avant, qui soutiennent leur confrérie, qui font ce travail pour détruire quelqu'un. Déjà, on a failli de me tuer aux Eaux-Claires. Maintenant, c'est le médecin expert qui veut me tuer et qui veut s'appuyer sur la justice pour défendre sa confrérie. Je dis non. Je dis halte à cela et j'irai jusqu'au bout de ma grève de la faim pour qu'on puisse reconnaître que ce qu'ils ont fait ne se fait pas même dans les pays du tiers-monde. Je demande pure et simplement la suspension des 3 médecins. Les 3 médecins, l'urologue et les 2 anesthésistes. Je ne veux pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Quelques actualités en bref. Le bilan démographique de la Guadeloupe est négatif. Le solde naturel n'est pas au beau fixe. Il y a une hausse des décès, notamment à cause du Covid sur les 2 dernières années, et une baisse des naissances. La population baisse donc de 0,7%, soit 300 000 habitants de moins sur le territoire. Et puis, petite correction, hier, Miss Guadeloupe n'est pas Miss France. On l'aurait donc souhaité, une coquille malheureuse. Toutefois, nous sommes très fiers de Ludivine Edmond pour sa participation et qui nous a représentés dignement. Le procureur général veut prévenir la délinquance, ce que permettra le protocole de rappel à l'ordre signé aujourd'hui avec le maire de la ville de Bémao. Conformément à l'article 11 de la loi du 5 mars 2007,
Ce protocole donne pouvoir au maire d'effectuer un rappel à l'ordre à l'encontre de toute personne contrevenant à l'ordre public. L'éducation plutôt que la sanction. Reportage de Michel Depape. C'est très important parce que ça montre que le travail d'un procureur, ça n'est pas seulement de réprimer, de mettre les gens devant le tribunal quand ils ont commis des infractions, c'est aussi de faire tout un travail en amont pour prévenir la délinquance. Et signer avec une mairie une telle convention sur le rappel à l'ordre qui consiste à éviter les poursuites à des jeunes gens, eh bien pour moi c'est très important. Nous avons déjà, c'est vrai, un dispositif qui existe, qui est le Conseil des droits et devoirs de la famille, où il s'agit pour nous d'accompagner la famille dans sa globalité, bien sûr, les deux parents, ainsi que les enfants. Mais il s'agissait de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et avec cette signature de rappel à l'ordre, ça nous permettrait, bien, tout simplement, dans le cadre de ce dispositif, d'apporter des réponses éducatives, bien sûr, à nos jeunes, tout en les mettant face à la responsabilité de leurs actes, parce que ça c'est extrêmement important, mais surtout faire en sorte d'accompagner le jeune, d'accompagner la famille, afin d'apporter des réponses de solutions, bien sûr, aux différents actes d'incivilité qui se traduisent sur le territoire. À Bouillante, cette fois, signature de 25 contrats de service civique. Le maire Thierry Abelli s'engage auprès de ces jeunes avec son équipe pour les accompagner dans leur projet de vie à travers des missions citoyennes et écologiques. Un sujet de Vianney Valverde. Il s'agissait de signer les 25 contrats pour ces jeunes, une réelle opportunité pour eux, en tout cas, d'avoir une première expérience avec le monde du travail. Et puis, comme je dis, même si ce n'est pas un emploi durable, mais en tout cas, le dispositif emploi de service civique est un dispositif qui permet d'ouvrir plein de portes. Ils pourront, pendant les 8 mois qui vont passer ici, pouvoir mobiliser en tout cas les ressources qui existent aussi bien au niveau de la ville, mais aussi d'autres partenaires, entre l'État, le département, la région, pour pouvoir mieux orienter leur avenir, que ce soit professionnel ou en termes de formation. Les tuteurs vont accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels grâce à des entretiens qu'ils vont réaliser assez souvent pour connaître le projet du jeune, les formations dont le jeune a besoin. Voilà. C'est une opération blanche pour la ville de Bouillante. J'en suis satisfait, je remercie les partenaires, mais c'est aussi une occasion aussi pour tout un chacun, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit la ville, d'offrir à ces jeunes Bouillantais une opportunité pendant 8 mois de s'occuper et puis aussi de rendre service, de s'impliquer, de s'engager. J'estime que c'est une chance parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis revenue en Guadeloupe et c'est compliqué pour trouver du travail. Donc j'estime de mon côté pour moi, c'est vraiment une chance pour réaliser des projets et voir les choses autrement. Il y a la mission ambassadeur de l'environnement, il y a la mission accompagnement à l'éducation, la mission médiateur sportif, la mission ambassadeur du lien intergénérationnel et la mission ambassadeur de la citoyenneté. Ce dispositif s'adresse aux jeunes jusqu'à 25 ans. Donc c'est sûr, c'est que celles et ceux qui ont 18 ans, c'est une réponse satisfaisante dans la mesure où ils viennent de sortir, dépendant de l'école, ils viennent d'avoir un diplôme de bac en général. Et donc pendant 8 mois, ils ont un dispositif qui leur permet de voir ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. Mais c'est sûr que ce n'est pas une réponse totale dans la mesure où chacun, en tout cas à l'issue d'un parcours de formation ou à l'issue d'un certain âge, aspire à un emploi durable. Et les emplois de service civique, ce ne sont pas des emplois durables. Esprit critique, c'est le rendez-vous proposé demain soir à 18h par la ville de Bémao. Sur le plateau ce soir, nous avons M. Michel Mado, adjoint au maire. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Je pense que c'est une question importante dans les circonstances actuelles. Oui. Donc, Esprit critique, donc c'est conférence-débat que vous proposez demain à Bémao. Oui. Donc, c'est
C'est l'édition numéro 6 déjà. Numéro 6. Et c'est un bel espace, d'échange. Et les années précédentes, les éditions précédentes ont vraiment montré, j'ai envie de dire, les différents apports, les réflexions, les quêtes intellectuelles, on va dire, surtout des jeunes, de beaucoup de jeunes. Et quand je dis jeunes qui sont déjà dans la phase active, ou en tous les cas qui se posent des questions sur les initiatives qu'ils ont envie de prendre, qu'elles soient politiques ou professionnels même. Donc c'est très bien et maintenant plus que jamais, je pense qu'on avait besoin de cet espace de réflexion avec tout ce qu'on traverse en ce moment. Et je trouve que c'est le moment idoine pour rassembler autour d'une thématique qui, selon moi, a toute sa place encore. Oui, tout à fait. Vous dites échanger, c'est déjà agir. Oui. Donc finalement, on est dans un contexte de crise sanitaire, crise sociale. Beaucoup d'entreprises ont souffert et souffrent encore certainement de la crise. Donc est-ce que l'idée, c'est aussi de remotiver un peu les troupes sur la question de l'entrepreneuriat, de montrer que c'est une sortie, vous dites que c'est une sortie de la crise? Oui, c'est une piste en tous les cas, parce qu'il y a cette culture de l'entrepreneuriat qui nous fait défaut, sans vouloir généraliser, mais c'est vrai que quand on traverse les profils, les ambitions professionnelles, c'est vrai que très généralement, on trouve des personnes qui se dirigent vers tel secteur, mais en tous les cas, peu veulent prendre l'initiative d'entreprendre. Et j'ai envie de dire qu'on trouve la force d'un pays, son activité, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat. Alors, si c'est une crainte, c'est une frustration, ou ce sont j'ai des appréhensions, mais c'est l'opportunité offerte. Je pense que dans le moment qu'on traverse, c'est vrai que nous avons bouleverse, mais d'après moi, c'est dans des bouleverses comme ça que nous arrivons à nettoyer l'esprit-là et vraiment voir vers quoi on peut tendre. Et c'est une belle invitation à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une piste pour sortir de la crise? Je pense que oui, à bien des égards. Maintenant, ce sont des choses qui se travaillent et qui se cultivent vraiment. On doit vraiment avoir cette culture de l'entreprise, cette culture de créer, et pour ne pas être l'employé d'eux, mais pourquoi pas créer, apporter sa part. Et cela sous-entend qu'on réfléchit sur quels services, quels secteurs d'activité qui sont propices, quel fonctionnement. Après, il y a l'encadrement aussi, la question de l'encadrement. Et je pense on a besoin vraiment de cet espace de réflexion sur cette thématique bien particulière. Tout à fait. D'ailleurs, entreprendre, on peut dire que c'est porter sa vision aussi sur le territoire. Porter sa vision et puis simplement aider, créer. Je pense, et j'ai tendance à le dire, la seule chose qu'on ne doit pas ôter un peuple, c'est l'espoir. À tout individu d'ailleurs. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'une des plus belles preuves d'espoir, en tous les cas de confiance. Et donc il faut vraiment tendre vers ça, et on aura des professionnels, des gens qui ont pris ce risque, mais j'ai envie de dire au-delà du risque, qui ont ce rêve, qui se sont donné cet objectif et qui réussissent, et en tous les cas nous feront part de leur expérience, quoi. Donc l'esprit critique, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans beaucoup de secteurs différents. Oui, mais c'est assez varié. Etc. Oui. Voilà. Ce qui va leur permettre, est-ce que c'est aussi l'idée de valoriser en fait la richesse du territoire, ce qu'on peut développer aussi sur le territoire guadeloupéen? Aussi, alors il y a la richesse du territoire certes, mais il y a aussi la démarche, valoriser la démarche. Et je pense que c'est aussi une des forces de ce pays, c'est aussi ça, de savoir qu'on a des individus qui ont les belles idées, qui ont cette volonté et qui ont le déterminisme pour, et on doit vraiment encourager en ce sens. Et puis ceux qui l'ont, ils doivent faire part de leur expérience, transmettre aussi. Et c'est important pour si ça peut casser certaines barrières, certaines craintes, afin que davantage de nos frères et de nos sœurs participent à cette volonté d'entrepreneuriat. On voit aujourd'hui dans tous les projets qui peuvent être accompagnés au niveau gouvernemental ou autre, on parle souvent de l'ESS aussi. Donc il y a plein de secteurs d'activité aujourd'hui qui sont ouverts et qui ne demandent qu'à cela, quoi. Donc il faut qu'il y ait l'encadrement, la bonne réflexion afin qu'on puisse amener notre pierre, justement. Oui. Donc, quel sera le programme demain? Alors, le programme, il y a plusieurs, je vais dire notamment pour les entreprises qui seront citées. Donc, on a Mme Florimond Rosamond, qui est les directrices d'édition. Monsieur Stéphane Selbonne, donc là, c'est pour tout ce qui est Smart City, géomarketing. Rodrigue Trèfle, entrepreneur dans l'élevage et le transport. Sylvia Fibel-Puisant, présidente de Caraïbes Factory, donc le tourisme virtuel. On a Sébastien Luissin, président de Miditech. Donc c'est l'agriculture connectée. Donc là on voit on est dans une démarche très moderne où justement la modernité c'est pas le futur, c'est bien maintenant. Ce sont des personnes qui ont décidé d'entreprendre et qui sont devenues des exemples et des modèles, quoi.
Jokaël Rotin, président des Cavaliers de Saint-Georges, Jessica Brudet, présidente du Flamboyant Agency, Foodil, Jean-Laurent Lugien, fondateur d'ID9 System. Donc là, on est encore dans la santé, donc dans la santé, donc les secteurs sont assez variés. Et Dimitri Romil, co-gérant de Dipagua, qui est la ferme aquacole, quoi. Donc là, toutes ces expériences vont vraiment enrichir le débat et on espère vraiment qu'il y aura de bons questionnements et qu'à l'issue de ça, que la volonté d'entreprendre sera encore plus riche à Bemao et en Guadeloupe in extenso. Oui, en sachant que vous avez quand même une pool d'entreprises importante sur le territoire. Il y a une vraie niche et qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas fermée. Donc il faut vraiment aujourd'hui pousser vers cela. Moi, j'ai envie, si je retrouve un certain nombre d'individus aujourd'hui qui sont dans une situation où ils sont demandeurs d'emploi, ou même qui veulent une reconversion, c'est avec plaisir. Je pense que la société a gagné quand ces hommes et ces femmes se rassemblent ou le font de manière individuelle pour amener la pierre à l'édifice, aller dans un secteur, innover et puis personnaliser une action. Et puis voilà, et forcément, il y a un impact sur ce qu'on vit et puis ça émule, ça crée des exemples, quoi. Tout à fait. Donc demain, vous avez rendez-vous avec Esprit Critique pour échanger, vous informer. Oui, pour débattre, vraiment. Débattre, tout à fait. L'idée, c'est évidemment d'inspirer la jeunesse, parce qu'on voit quand même qu'on a des entrepreneurs qui sont sur des marchés très pointus. En Guadeloupe, de l'agriculture au virtuel, en sachant qu'on est en plein, 2 ans qu'on est dans le virtuel. On voit que c'est un marché porteur. Et donc, je vous laisse lancer l'invitation. Vraiment, que le plus grand nombre possible vienne à la médiathèque, à la bibliothèque multimédia Paul Mado, donc demain de 18h à 20h. Et c'est vrai, lorsqu'on dit donner l'exemple, on parle souvent des jeunes, des fois à bon ou mauvais escient, mais j'aime à dire que des fois, ce sont les jeunes qui donnent l'exemple aussi, à travers des entreprises innovantes et en quête de modernité. Ils sont déjà en phase avec leur monde et avec des objectifs. Et là, c'est une belle opportunité aussi d'échanger dans ce cadre-là. Donc demain, de 18h à 20h, à la bibliothèque multimédia Paul Mado, l'Esprit Critique revient pour une édition, on va dire, qui sera diffusée sur le Facebook de la ville aussi. Mais j'ai envie de dire que c'est une édition qui tombe à point nommé par rapport aux attentes que l'on peut avoir, aux réflexions que l'on peut mener ces jours-ci, justement, fort du contexte. Et donc la part est belle à tous ceux qui veulent amener leur pierre à l'édifice, échanger, discuter, débattre, quoi. Voilà. Donc le pass sanitaire est obligatoire, mais vous pouvez également suivre cette rencontre en live stream sur Facebook. Voilà. Donc ce sera la fin de notre page d'actualité locale et régionale. On se retrouve dans quelques instants dans le Focus avec Olivier Nicolas. Je vous souhaite une bonne soirée.